Bonjour, bienvenue à ce cours de SwissUMF sur les organisations internationales. Nous allons évidemment parler de diplomatie multilatérale, d'organisations internationales, universelles, régionales, minilatérales et aussi de tous les domaines qu'elles sont susceptibles de couvrir et le rôle qu'elles jouent dans les relations internationales. Mon nom est Marc Finot. Je suis originaire de France et maintenant aussi citoyen suisse. Je suis professeur en relations internationales, en diplomatie, en sécurité internationale. Je suis titulaire de master en droit international de l'université d'Aix-Marseille en France et en sciences politiques de Sciences Po Paris. J'ai plus de 30 ans d'expérience en tant que praticien comme diplomate pour la France, pour le ministère des Affaires étrangères français, et j'ai aussi plus de 20 ans d'expérience en tant que professeur, formateur de diplomates, d'officiers et de personnel d'organisations internationales. Donc voilà quelques thèmes que nous allons aborder pour commencer. Une introduction générale à la diplomatie multilatérale. Ensuite, un focus sur la négociation multilatérale, parce que c'est une des activités principales dans ce domaine. Ensuite, les organisations internationales et le rôle qu'elles jouent dans les conflits. Nous verrons différentes actions que les organisations internationales, à commencer par les Nations Unies, peuvent jouer en cas de conflit, en cas de crise. Ensuite, les organisations internationales face aux défis de sécurité à la fois traditionnels et de ce qu'on appelle la sécurité humaine. Ensuite, les organisations internationales et les réponses à ces défis de sécurité, aussi bien traditionnels, militaires, que de sécurité humaine, des autres aspects, des défis globaux à la société et aux populations. Et ensuite, nous verrons les différentes catégories d'organisations, les organisations universelles, les organisations régionales et ce qu'on appelle le minilatéralisme. Donc, commençons par cette introduction générale à la diplomatie multilatérale. D'abord avec des définitions, ensuite les différents types de diplomatie multilatérale au XXIe siècle, la négociation multilatérale, une sorte d'introduction avant de nous focaliser un peu plus en détail sur cette activité principale, et quelques conclusions. Alors, quelques définitions de la diplomatie. Évidemment, une diplomatie aussi bien bilatérale que multilatérale, conduit des affaires entre États par des moyens pacifiques, donc c'est à la différence évidemment des affaires militaires, l'application de l'intelligence et du tact à la conduite des relations officielles entre gouvernements, les processus de communication entre acteurs internationaux en vue de résoudre les conflits par la négociation sans passer par la guerre. Donc là encore, on verra que cette négociation sur les conflits joue un rôle essentiel dans la diplomatie multilatérale. Alors, comment distinguer la diplomatie bilatérale de la négociation multilatérale? On a plusieurs critères. Le nombre de parties, alors évidemment en fonction du nombre d'États, à partir de 2 États, à partir de 3 États, on est dans le multilatéral. Mais aussi le but, l'intention, c'est-à-dire que ces États vont chercher à essayer de résoudre un problème qu'ils ont, un problème commun, et trouver ensemble des solutions. Ensuite, le cadre est important parce qu'il s'agit de coordonner des politiques nationales, donc des intérêts nationaux, grâce à des arrangements, des institutions, des accords spécifiques. Et puis ensuite, il y a aussi le critère des principes, c'est-à-dire que cette coordination, cette coopération entre les États va se faire sur la base de principes de conduite généralisés qui ont été identifiés par l'expert John Ruggie, et qui a donné lieu à cette expression de multilatéralisme, c'est-à-dire de préférence pour les relations multilatérales. Alors John Ruggie, qui était un expert autrichien-canadien,
qui a ensuite travaillé pour les Nations Unies, a mis au point, a identifié ces modèles, ces paradigmes pour comprendre les actions multilatérales, les décisions et la réflexion sur le multilatéralisme. Donc il y a un paradigme qu'il appelle individualiste, c'est-à-dire les États s'engagent dans cette coopération multilatérale de manière rationnelle, objective, dans leur intérêt. Ça vous rappelle peut-être la théorie du réalisme, le réalisme selon lequel les États poursuivent principalement leurs intérêts nationaux, leur sécurité nationale, mais ça n'exclut pas qu'ils coopèrent avec d'autres États. Ensuite, le paradigme social communicatif, c'est-à-dire une interaction sociale à travers la communication, la persuasion, la délibération, l'autoréflexion, et là encore ça rappelle la théorie du constructivisme selon laquelle les relations internationales reposent sur des constructions sociales, des valeurs, des croyances, des principes. Et enfin, le paradigme institutionnel, puisque ces interactions sociales ne sont pas seulement le produit d'un calcul intéressé, mais aussi l'institution elle-même qui est une variable qui attire les États par justement ses principes, ses règles et son efficacité dans la solution de leurs problèmes communs. Et puis, John Ruggie a aussi développé les principes du multilatéralisme, ce qu'il appelle le principe de conduite généralisée, c'est-à-dire une conduite appropriée pour une catégorie d'actions, indépendamment des intérêts nationaux des États ou des exigences du contexte international. Ensuite, l'indivisibilité, c'est-à-dire la paix est indivisible, la guerre contre l'un est une guerre contre tous, donc on peut répondre à l'agression par une action collective, c'est ce qui se passe avec des alliances politiques ou militaires, mais c'est aussi la philosophie des Nations Unies, on le verra quand on parlera du rôle des Nations Unies dans les conflits. Et enfin, ce qu'il appelle la réciprocité diffuse, c'est-à-dire une notion d'égalité à long terme et d'attente d'avantages mutuels généralisés. On le verra, c'est aussi le principe de la négociation multilatérale, essayer d'obtenir des avantages mutuels, ce qu'on appelle les solutions gagnant-gagnant. Alors, comment définir, comment caractériser ces organisations multilatérales? D'abord par des caractéristiques essentielles. Leurs membres, est-ce que ce sont des États ou est-ce qu'ils incluent aussi des acteurs non étatiques, comme par exemple l'Organisation internationale du travail, qui inclut aussi des membres qui représentent des pays, mais qui sont représentants de syndicats, d'employeurs ou d'employés. Est-ce que c'est une participation des membres universels ou seulement limitée à une région? Quel est l'objectif, l'intérêt des États membres dans un domaine particulier ou dans la plupart des domaines, comme les Nations Unies? La structure, est-ce qu'elle est permanente ou temporaire? Est-ce qu'elle est fondée sur les traités ou dépend de ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire la résolution des recommandations de l'Assemblée générale des Nations Unies? Puis ensuite, il y a les caractéristiques. Comment distinguer ces organisations permanentes? Il y a les caractéristiques physiques, le siège, les bâtiments, le personnel, le secrétariat. Des caractéristiques structurelles, c'est-à-dire les principes, les chartes, les documents constitutifs, les droits, obligations des États membres, du secrétariat, etc., les différents organes, et des caractéristiques procédurales. C'est là où on voit l'importance des règles de procédure qui vont être adaptées aux objectifs, au type de réunion. Certaines sont seulement informatives, échange d'informations, d'autres délibératives, elles peuvent déboucher sur un accord, et enfin législatives, c'est qu'elles ont un mandat de produire un document de préférence juridiquement contraignant, comme un traité ou une résolution du Conseil de sécurité. Alors le résultat, évidemment, bon, ça fait un petit peu confus, toutes ces relations entre les différents organes du système des Nations Unies, mais on y reviendra en détail. On a des organes principaux, des organes subsidiaires, des agences spécialisées, des programmes et des organisations associées aux Nations Unies. Alors cette diplomatie multilatérale du XXe siècle, elle répond d'abord à une continuité, c'est-à-dire qu'elle reprend les missions et les règles traditionnelles
est le cadre juridique de toutes les relations internationales, la Charte des Nations Unies, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne sur les relations consulaires, la Convention de 1969 sur les missions spéciales, aussi le droit coutumier et la jurisprudence internationale. On aura l'occasion d'en reparler. Mais il y a aussi ces règles de procédure, car selon ce diplomate britannique, ces règles d'organisation et de procédure sont au moins aussi importantes que les questions politiques, parce que si elles sont mal gérées, elles peuvent aboutir à une forme de désintégration, d'instabilité, de désaccord. Donc, elles sont très importantes. Alors, les règles, elles sont incluses dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment l'article 3, qui fixe les fonctions officielles des missions diplomatiques. Donc, on va retrouver ces règles aussi bien dans la diplomatie bilatérale que dans la diplomatie multilatérale. Premièrement, la représentation. Deuxièmement, la protection des intérêts nationaux. La négociation avec l'État où on est accrédité. L'information par tous les moyens licites de la situation dans ce pays et des rapports au gouvernement de l'État qui a envoyé ses diplomates. Et enfin, la promotion des relations amicales, économiques, culturelles, scientifiques entre les deux pays. Mais on va retrouver aussi ces règles dans le cadre multilatéral. Alors, il y a de nouveaux défis. C'est que pratiquement dans chaque domaine, on voit les choses qui ont évolué. C'est-à-dire qu'un diplomate, normalement, est censé représenter son pays, mais là, surtout dans la diplomatie multilatérale, il doit aussi tenir compte, il doit aussi faire rapport sur les perspectives des autres pays, leurs intérêts. Il peut être éventuellement un médiateur entre son propre pays et les positions d'autres États. Ensuite, dans la négociation, bien évidemment, il va falloir s'adapter au contexte. Il y a une concurrence avec évidemment d'autres cadres de négociation, notamment régionaux, et un rôle particulier, on le verra, des acteurs non étatiques, la société civile. Quand il fait rapport, il est aussi en concurrence avec les médias, y compris les médias sociaux. Maintenant, on est dans un monde globalisé, une société où l'information circule très, très rapidement. Donc, c'est un défi pour les diplomates. Et enfin, dans les relations amicales, il doit aussi s'adapter à l'évolution d'un système beaucoup plus informel, avec une diversité, une communication interculturelle, le rôle des célébrités dans la diplomatie. Donc, tout ceci, ce sont de nouveaux défis. Il y a aussi les défis de la diplomatie publique, puisque les diplomates doivent s'exprimer dans tous les canaux de communication, alors que traditionnellement, la diplomatie était quelque chose de confidentiel. Donc, ça inclut aujourd'hui les discours publics, les publications, les médias sociaux, et pas seulement dans les situations de crise. Il y a les défis technologiques, parce que certains ont même mis en cause l'existence des relations diplomatiques traditionnelles, de la négociation. On l'a vu pendant le Covid, où les relations, les rencontres, les réunions en personne physique étaient remplacées par leurs Zoom et des téléconférences. Donc, ceci a changé les relations, et notamment dans le cadre multilatéral. Ensuite, on peut maintenant évaluer l'efficacité de l'action diplomatique nationale, bilatérale, multilatérale, en faisant des sondages d'opinion, en essayant d'obtenir des données sur les réseaux sociaux. Et enfin, on peut même utiliser certaines technologies dans la négociation, comme l'analyse de la parole, l'analyse de l'expression, tous ces outils, intelligence artificielle, qui peuvent aussi être utilisés à bon escient ou aussi pour parfois déstabiliser, déséquilibrer les relations internationales. Il y a le défi des sommets, parfois préparés par les diplomates, mais à cause des relations personnelles entre les dirigeants, c'est parfois les intérêts nationaux s'effacent derrière
d'autres considérations amicales, des pressions, et donc tout ce travail de préparation des diplomates peut être compromis. Il y a aussi le défi de la société civile, qui est devenue un partenaire indispensable, mais qui n'est pas toujours reconnu. Les diplomates, en effet, doivent interagir, doivent discuter, dialoguer avec la société civile, qui est même parfois acceptée comme un partenaire dans la négociation. On le voit dans les grandes conférences sur le climat ou sur le désarmement. Alors cette négociation multilatérale, elle est évidemment sujette à des facteurs qui l'influencent, des facteurs géopolitiques en termes de puissance, d'idéologie, des États régionaux, les États extérieurs, les anciens colonisateurs, les anciennes colonies, des critères économiques, évidemment en termes de développement, d'énergie, qui fournit, qui importe, en termes de migration, les facteurs culturels aussi, qui peuvent jouer un rôle, le rôle de la négociation, le recours à la violence, sauver la face, tout ceci sont des facteurs importants. Et la procédure, comme on l'a vu, si on recherche le consensus, c'est-à-dire l'absence d'objection, on risque d'avoir un plus petit commun dénominateur, mais tout le monde fera partie d'un accord. Par contre, si on vote à la majorité, on risque d'avoir une majorité et une minorité, mais avec un accord peut-être plus substantiel. Et puis, la diplomatie secrète par rapport à la diplomatie publique. Les négociations multilatérales offrent beaucoup d'avantages en termes de coopération entre États qui partagent les mêmes valeurs, de consensus qui permet de protéger aussi tous les intérêts, d'ouverture, de transparence, de responsabilité, mais aussi d'action. La diplomatie, c'est pas seulement de la discussion, c'est aussi de l'action, la possibilité de relever des défis, d'adopter des mesures qui ont un impact sur le monde, et enfin l'établissement de normes dans des situations complexes. On dit souvent que la diplomatie, la négociation, c'est un moyen d'établir des normes, et à partir du moment où ces normes sont négociées par tous les États, elles seront en principe plus facilement acceptables et mises en œuvre. Alors les diplomates contemporains, et a fortiori dans la diplomatie multilatérale, aujourd'hui, ne peuvent plus se contenter d'être des généralistes. Ils doivent élargir leur expertise, se spécialiser dans des domaines particuliers qui concernent finalement toutes ces menaces globales qui appellent des réponses globales. Alors pour conclure, on peut dire que certes, la diplomatie exige le respect de règles universelles pour prévenir, résoudre les différends, les conflits de manière pacifique. Donc le respect de règles pour permettre aux diplomates de s'acquitter de leurs tâches efficacement. Donc on verra quelles sont ces règles. Mais en même temps, les diplomates doivent s'adapter à un environnement qui change. Ils doivent mettre à jour leurs connaissances, leur expertise, utiliser de nouveaux outils, communiquer avec le public, travailler avec la société civile. Et enfin, il est clair que la technologie, malgré son utilité, ne peut pas remplacer la diplomatie. Elle a évidemment des qualités de transformation, d'assistance, mais elle ne modifie pas la nature humaine. Les humains auront toujours besoin de contact physique et émotionnel que la technologie ne pourra pas satisfaire, et aucune réalité virtuelle ne remplacera le contact humain. Alors si on compare d'une part l'unilatéralisme ou le bilatéralisme, et on verra comment ça s'applique, par rapport au multilatéralisme, eh bien l'unilatéralisme ou le bilatéralisme peut servir les intérêts nationaux, mais il entraîne souvent des coûts élevés en termes de défense. Il peut être contre-productif en termes d'image, d'acception, de légitimité, de perception, et il n'apporte pas de solution durable aux problèmes transnationaux. On verra par exemple la différence entre les interventions militaires unilatérales comme
l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003 par rapport aux solutions multilatérales de maintien de la paix qui ne réussissent pas toujours, mais qui ont plus de chances de succès. Et le multilatéralisme augmente l'échange de solutions efficaces basées sur le consensus, à condition évidemment que les intérêts nationaux soient renforcés par le partage de la souveraineté et des ressources, et que ces institutions soient adaptées aux nouveaux défis et bien financées. Et donc, on verra que ça, malheureusement, c'est loin d'être le cas. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour de futures discussions sur les autres aspects de la diplomatie multilatérale.